Hello tout le monde! Alors petit disclaimer avant de commencer, premièrement je vais spoiler fort, donc si vous n'avez pas vu la saison 4 d'Outer Banks, je vous conseille de partir. Et deuxièmement, non, on va carrément pas parler des spéculations, de drama entre les acteurs, des équipes, des copines, des acteurs de machin, de je sais pas qui. D'abord parce qu'on s'en fout, et ensuite parce qu'on sait pas ce qui se passe en coulisses, donc on va carrément pas parler de ça. De 3, il est pas du tout question de juger les fans, peu importe le niveau d'anxiété ou de tristesse qu'ils expriment. Et quatrièmement, quand je parle des fans d'Outer Banks et de leurs réactions, évidemment, je parle pas des personnes qui font du cyberharcèlement, justement sur les acteurs ou sur leurs meufs. Voilà, ça c'est posé, on peut y aller. Le 7 novembre est sortie la deuxième partie de la saison 4 d'Outer Banks et la fin a littéralement fait câbler tout le monde à cause de la mort de JJ. Cette mort est extrêmement mal passée auprès des fans et on a des pétitions, des edits à n'en plus finir, des commentaires sur tous les tons, sur des publications qui n'ont même rien à voir. Certains refusent le départ du personnage et font bloc pour le faire revenir, d'autres expriment une profonde tristesse qui peut s'étirer même sur plusieurs jours, d'autres essayent de convaincre les auteurs en leur proposant des solutions pour qu'ils reviennent sur leurs décisions. Et du côté opposé, Netflix semble jeter de l'huile sur le feu en postant des choses comme ça. Ce qui évidemment est extrêmement mal reçu. Alors on peut se demander pourquoi des réactions aussi viscérales, aussi nombreuses pour la mort d'un personnage qui n'existe pas. Et ça peut paraître irrationnel et démesuré, mais en fait quand on se penche dessus, pas tant que ça. Pourtant, on commence à être habitué à avoir des morts de personnages, il y en a dans toutes les séries, et encore plus depuis l'avènement de Game of Thrones. Alors pourquoi celui-ci en particulier, ça passe pas, et pourquoi la mort d'un personnage fictif est aussi impactante pour autant de gens? Et bien pour plusieurs raisons. De rien, abonnez-vous. Non ok, pardon, en vrai. La première raison, c'est la série en elle-même. Je sais pas si vous avez déjà regardé un film d'horreur sans savoir que c'en est un, vous allez probablement flipper 10 fois plus parce que vous êtes pas préparé. Et ben c'est pareil. Si on reprend l'exemple de Game of Thrones, oui on a été surpris par le Red Wedding ou par la mort de Ned Stark, mais on était préparé par l'ambiance du show. Pour rappel, dès l'épisode 1, on nous introduit ce personnage, qu'on prend pour le MC et qui meurt 5 minutes plus tard. Ensuite, on a une décapitation, de l'inceste et un vol plané d'enfants par la fenêtre. En un épisode, on a bien compris où on était. C'est trash, personne n'est à l'abri et vous êtes préparés. La série nous a même presque donné un confort en nous habituant à une mort tragique à chaque épisode 9. À partir de là, vous pouvez espérer très très fort que le personnage que vous aimez le plus reste en vie, mais vous êtes quand même préparé à ce qu'il meure. La deuxième chose, c'est que Game of Thrones contient énormément de personnages. Donc, de 1, le spectateur peut rattacher son affection à un autre personnage. De 2, la mort de quelqu'un dans Game of Thrones a des répercussions énormes sur l'échiquier politique, et c'est ça le sujet de la série. Les morts des personnages sont relativement attendues, sans pour autant nous désinvestir ou nous détacher d'eux, et impactent les enjeux narratifs de la série entière. Sauf qu'Outer Banks, c'est pas Game of Thrones, c'est un confit show, et le spectateur vient pas chercher la même chose. The Outer Banks, paradise on Earth. Outer Banks raconte l'histoire d'une bande de potes qui cherchent des trésors. Si le pitch a l'air assez simple en soi, la série arrive à investir son spectateur en ayant un équilibre assez parfait entre son côté fun et son côté sérieux, puisqu'on aborde des thèmes comme les rapports de classe. Alright, so this is Figure 8, the rich side of the island. Home of the kooks. So, guess where we don't live? La parentalité toxique ou l'avarice. Cette dynamique permet aux spectateurs de trouver à la fois le même divertissement que lorsqu'ils regardent une sitcom, tout en trouvant un écho à des problématiques plus graves qu'il peut rencontrer. Et c'est ça qui crée le côté profondément réconfortant d'Outer Banks. Et même si ça peut en avoir l'air, on est assez éloigné du teen drama classique. Les personnages ne sont quasiment jamais dans leur établissement scolaire et leurs enjeux ne se limitent pas à leur rapport à la drogue, à la sexualité, au lycée ou à leur code de popularité. You think she's pretty? You don't have to be pretty when you're new. Boys love novelty, but novelty wears off. Ou alors romance, même si certains de ces éléments restent en fond, c'est surtout une bande de potes qui se questionnent sur leur avenir et sur leur famille. I know better than to try to give you a pep talk, okay? But if you get this dough, you'll be set. I am 16, and I already know what the rest of my life is gonna look like. It's gonna be stupid yacht clubs filled with hollow people making useless small talk, and I feel like if I don't get out of the bubble wrap now, I never will. And then by the time I'm 30, I'm going to be an alcoholic, and I won't even notice it. I know your little teen brain doesn't like to think ahead, but I want you to come with me to uncharted territory. The future. How you gonna feel 6 months from now, sitting in juvenile prison in Wadesboro?
I don't think you have any idea how hard we have worked to try to give you opportunities that other kids do not have. How many times do I have to tell you guys that I don't care about those things? Yes, and you should. On est très loin par exemple d'un Gossip Girl où les romances changent sans arrêt, où les personnages sont pétés de thunes avec des avenirs tout tracés, ce qui rend l'identification plus difficile, et où les ados jouissent d'une liberté totale, ou parce que les parents les traitent comme des adultes, ou parce qu'ils sont simplement absents et qu'on se demande ce qu'ils foutent, ou simplement parce qu'ils sont morts. Ce cliché entre guillemets dans les autres séries permet de justifier le fait que les ados font absolument ce qu'ils veulent, et le fait qu'ils se baladent librement la nuit en pleine ville n'est souvent pas questionné. Dans Outer Banks, les parents sont bien présents, et les relations avec eux font partie des enjeux centraux. We have a safety meeting. Attendance mandatory. I can't. My pops got me on lockdown. Come on, man. Your dad's a pussy over. Oh, I heard that, you little bastard. We need your son. Yeah, and Island rules. Day after hurricane's a free day. Who the hell made that up? Pentagon, I think. We have security clearance. I have a card. Pentagon, y'all think I'm stupid? I'll do it tomorrow. I promise, I'll do it tomorrow. No. Hell no. You doing it right now. Get in the boat. Les parents de Pop sont les plus sains, les plus à l'écoute et les plus à même d'être un soutien. Les parents de Kiara sont pétris de préjugés sur les POG, n'écoutent jamais leur fille. We found it, and then Rafe and Ward stole it from us. Wait. Do you know how insane you sound? Baby. Ward is It's not dead. We've been over this part. All right, you million times. understand that this is a little hard to follow. Et même s'ils essaient de bien faire par moments, essaient de la restreindre par tous les moyens jusqu'à l'envoyer dans un camp de redressement. Le père de Sarah est le principal antagoniste des premières saisons, qui sous ses airs de père protecteur peut tuer pour de l'argent, considère sa fille comme une possession. I'm your father! You're 16 years old! I can take you anywhere in the world I want to, and that is what I am doing. Et la préfère ouvertement à ses deux autres enfants. Dad trying to kick you out too? Worse. I am officially the least favorite daughter. Ce qui explique aussi la souffrance et les extrémités auxquelles Rafe en arrive pour être reconnu et aimé de son père. I saved you, Dad. Le père de JJ est maltraitant psychologiquement et physiquement et finit par devoir fuir parce qu'il est recherché par la police, tout en ne lui laissant rien et en lui demandant quand même son aide. Le père de John B est porté disparu en début de saison 1, mais même lui ne jouit pas d'une liberté irréaliste puisqu'il a les services sociaux au cul. Et quoi qu'il en soit, il vit une déception assez immense lorsqu'il le retrouve en constatant la toxicité et les priorités de son père. Tous ces comportements de parents ont des répercussions fortes qui sont montrées sur les personnages et plus ou moins dramatiques selon leur gravité. Pop est le mieux loti mais est sans arrêt déchiré entre le fait de décevoir ses parents et sa loyauté et l'urgence de la situation qu'il vit avec ses amis. Go to the military. Get my life back. Don't go to jail. Don't worry about Pope. You'll make a fine Marine. I'm gonna kill that kid. Kiara se sent abandonnée et est en colère contre ses parents. Sarah continue d'aimer son père tout en sachant que c'est un monstre. Rafe n'arrive pas à passer au-dessus de l'image positive qu'il en a ou de se détacher de son emprise même après sa mort. You know, Rafe, he was a good man. That's right, he was a great man! JJ aime son père malgré tout et n'arrive pas à lui refuser de l'aide, et la liberté entre guillemets dont il dispose quand Luke disparaît n'est pas montrée comme une liberté d'ado cool. Bref, les relations aux parents sont traitées et montrent les sentiments complexes et difficiles qui peuvent exister au sein d'une famille. Et peu importe que le spectateur soit ado ou non, il y a de fortes chances qu'il puisse se reconnaître dans l'une de ces relations. Que ce soit parce qu'il a eu un parent violent, un sentiment d'abandon, une peur de décevoir, des conflits, un parent narcissique, un parent démissionnaire, ou la difficulté à se détacher d'un parent toxique. Et ça, c'est aussi un des points importants. Outer Banks met en scène des ados sans être vraiment un teen drama, et le fait que n'importe qui puisse s'identifier joue une part importante et a permis à la série d'atteindre une audience assez large en termes d'âge, et de la même manière, plutôt que d'avoir des rapports de rivalité ou des histoires de popularité dans un établissement scolaire entre les geeks et les sportifs, on a des rivalités entre les cooks et les pogs. Un conflit de classe sociale qui permet encore une fois à un public plus large de s'identifier et aux ados de changer un peu d'air, même si la frontière est poreuse puisque par exemple Sophia se retrouve chez les cooks et Sarah chez les pogs. La ségrégation sociale très forte est montrée et les problématiques de pouvoir, d'argent et de pauvreté sont abordées. Before we move on with the rest of our agenda, I want to remind everyone to maintain civility and decorum throughout the rest of these proceedings. We're one island. Why don't we all try to act like it? Sure we are. Ça c'est pour le côté sérieux. Pour en revenir au côté fun, on a deux vecteurs évidents. Déjà le côté chasse au trésor, qui en fait une série d'aventures avec du rythme, du suspense, des cliffhangers, bref tout ce qu'il faut pour donner envie de binge-watcher, sauf que c'est une histoire d'amitié. Et donc là où dans un film d'aventure ou d'action on verrait par exemple Indiana Jones faire un truc stylé, là on voit les pogs se foirer, faire une maladresse, se disputer.
You threw it straight up, dumbass! What do we do with the boats on fire? You idiot! You almost killed us! Are you okay? I'm fine, just... That's a terrible idea. Paniquer ou même avoir la latch. Should I, like, do an accent? Definitely disguise your voice. Disguise my voice how? Like, how would you like me to talk like this? Not like that. Not like that, no. Batman. Batman. There you go. Spot on. Let's do it. Hello? Oh. Ça rend la série drôle, ça alimente le suspense parce que les situations risquées, voire carrément dangereuses, empirent, et encore une fois, ça intensifie l'identification, l'attachement et l'empathie qu'on a pour le groupe, parce qu'ils sonnent justes. Ce côté-là est encore renforcé par le fait que beaucoup de passages ne sont pas scriptés, et donc un peu bordéliques dans les répliques, mais particulièrement vivants. No, I get it. I get it. You guys are scared. No, It's kind of cute. It's kind of cute. I'm not scared. It's not the You should have just scaredness of said. it. You should have just led with that. You don't have to be scared. I'll do it. Ça alimente le réalisme de leur amitié, tout comme les moments de fête, les moments d'ennui ou les disputes. Le format série, qui fait qu'on reste avec eux des saisons entières, amplifie le sentiment de complicité qu'on a avec eux. Be safe. I'll be so safe. I'll be safe for you. Stop. I'm gonna kill you. I'm sorry, but I want my dog to be safe. I feel safe. I feel so safe. Et des outils comme la voix off de John B qui s'adresse à nous ou les shaky cam qui nous donnent l'impression de courir avec eux donnent en plus un côté presque immersif. Bref, on a donc une série avec un groupe d'amis particulièrement attachants à qui on peut tous s'identifier et qui nous envoie des shots de dopamine et d'adrénaline régulièrement. Et c'est là que se pose la question du danger. Comme dans toute aventure, les personnages sont régulièrement en danger mais s'en tirent toujours in extremis. Le fait que les POG se sortent de n'importe quelle situation alors que théoriquement ils auraient probablement dû mourir à l'épisode 1 est accepté par les spectateurs qui font l'impasse et acceptent de suspendre leur sentiment d'incrédulité. Dans Harry Potter, on accepte la magie, dans Outer Banks, on accepte des Deus Ex Machina, des sauvetages de dernière minute, des retours à la vie inespérés, voire des retours à la vie dont personne n'avait envie. Ce côté irréaliste est compensé par le fait que la plupart du temps, les POG perdent. Ils perdent Lore dans la saison 1, Rafe fait cramer la croix qui appartenait à la famille de Pop, Topper fait cramer la maison de John B, Sarah se retrouve SDF et perd tout contact avec sa famille, notamment avec sa sœur, JJ perd sa maison aussi, Pop et Kiara perdent la confiance de leurs parents, etc. C'est le compromis qu'Outer Banks propose pendant 39 épisodes et que les viewers ont accepté. En littérature, ça s'appelle le pacte de lecture. Le pacte de lecture est l'accord tacite passé entre un auteur et son lecteur, ou ici son viewer. Le pacte engage d'une part l'auteur à raconter une histoire cohérente, et par exemple dans le cas de la fantasy ou de la science-fiction à créer un univers qui a des règles fixes et claires. Si les règles et le pacte se cassent la gueule, le lecteur ne peut plus continuer à suspendre son incrédulité, peut ressentir un sentiment de trahison ou penser qu'on le prend pour un idiot, et sort de l'œuvre qui s'effondre. Très souvent, les causes d'une rupture du pacte sont assez évidentes, que ce soit l'émergence de fantastique de manière trop tardive dans une œuvre ou des incohérences ou la non-résolution de différents mystères. Après, évidemment, il y a des cas où une œuvre peut changer de registre ou s'assombrir sans que ça pose de problème, mais généralement c'est très progressif. Ce pacte s'applique à toutes les œuvres de fiction et la règle principale qu'Outer Banks a posée, si ce n'est la seule, c'était ça. You can't kill Pokey. Cette phrase a été prise presque comme un engagement de la part des showrunners et les spectateurs leur reprochent de l'avoir brisée. You can't kill Pokey. En tuant JJ aussi soudainement, Outer Banks bascule du confit show au drame, sans prévenir son viewer, si ce n'est avec un rapide foreshadowing de l'enfer. Hey, you know what's a good name for a baby? JJ. Goes both ways, actually. Ou un autre qui arrive bien trop tard dans l'épisode. What is it? Well, that's the thing about wishes. You say them, then they won't come true. Le reste des marqueurs, comme par exemple le pauvre filtre bleu pour rendre des scènes de nuit plus dark, ne sont clairement pas assez forts. Surtout que d'un point de vue structurel, Outer Banks consacre une saison par personnage. La saison 1 est celle de John B, la deuxième celle de Pop, la 3 de Sarah, la 4 de JJ. La backstory de JJ étant de loin la pire, c'est normal que les viewers n'aient pas vu de différence. On explore un background plus sombre, mais on ne s'attend pas à ce que la finalité habituelle change. D'ailleurs, Sarah par exemple, d'un point de vue familial, en prend plein la gueule aussi, et donc à aucun moment on trouve la vibe différente. Quand on se concentrait sur JJ dans une saison d'avant, les scènes étaient régulièrement plus intenses ou plus violentes. Si on revient sur son passé pendant une saison entière, on s'attend à avoir des scènes plus tristes, mais pas une fin tragique. Et un filtre bleu ou 2 foreshadowing un peu forcés ne peuvent pas compenser 3 saisons de non-mort miraculeuse. C'est pas assez pour prévenir. Donc pour les viewers, c'est forcément inattendu et choquant, d'autant plus que les gens regardent pour se réconforter ou se détendre. Ils viennent pas chercher ce genre d'émotion en regardant Outer Banks. Pour le coup, c'est assez mal
l'amener. D'autant plus que dans le même épisode, le futur meurtrier en question arrive à se sortir d'un puits au milieu du désert. Donc non seulement Outer Banks ne respecte pas son registre, et donc en quelque sorte les règles émotionnelles fixées par les précédentes saisons, mais en plus la mort est tellement rapide que non seulement elle est choquante, on a à peine le temps de comprendre qu'il est vraiment en train de mourir vu le nombre de fois où on les a vus mal en point. Wait. What are we doing? Yeah, it's fine. That's bad, but it's gonna be fine. Yeah. Why are we setting up like he's gonna die? Mais en plus, les non-morts précédentes ne font plus aucun sens. Et là, pour le coup, ruine la suspension d'incrédulité des fans. C'est un peu chaud d'accepter que Sarah passe une saison à courir partout après avoir pris une balle dans le bide, ou même que Groff arrive à sortir du puits pile au moment où par un heureux hasard, un camion passe au milieu du désert, et que JJ meurt alors qu'il a entre guillemets juste pris un coup de couteau. La série demande aux viewers d'accepter un réalisme soudain qu'elle lui demandait juste avant d'oublier, et ça peut pas fonctionner. No, I didn't. How'd you make it through, girl? Are you okay? Just a scrape, you know. I went up and over. Been through worse. Et en plus, tant qu'on y est, faisons un point rapide sur la scène en question qui est profondément débile et n'arrange rien. Groff a déjà essayé de tuer JJ, a enfermé Key dans un réfrigérateur. JJ a compris que Groff avait tué sa mère biologique et probablement son grand-père. Groff lui a dit Get back here, I'll tell you straight out! Et vient de prendre Key en otage. Le fait que JJ lui tourne le dos, prenne le temps de faire un câlin à Kiara et ne parte pas en courant à la première occasion est un non-sens total. Alright, watch your back though, JJ! I don't trust Groff! It's okay. JJ, Shame. You and me. bro, just leave. I don't want to see you. I knew he was gonna do that. Fucking knew he was gonna do that. I said it. I said don't turn your back on him. I said you should have iced him. What is wrong with people in here? Surtout qu'on nous a foreshadowé le couteau de Groff des dizaines de fois et que JJ l'a vu. Bref, avec un personnage aussi malin que JJ, ça fonctionne pas du tout. Le deuxième point, c'est que Kiara reste particulièrement inactive. Put pressure on it, Key! Que ce soit pour panser la plaie ou même pour intervenir, alors que d'habitude elle n'hésite pas. Le fait qu'on soit si peu habitué à ces comportements un peu idiots ou passifs de leur part est tellement déroutant que la mort de JJ fait finalement plus scénarium que les armures qu'ils ont portées tout ce temps. Le résultat étant que la suspension d'incrédulité, la série entière et son côté feel good sont tellement gâchés pour les fans qu'ils proposent de casser d'autres règles plutôt que de perdre JJ, à savoir utiliser la couronne bleue qui selon les légendes exauce les vœux. La série n'a jamais été parfaitement claire sur la magie, elle rend entre guillemets réaliste des légendes comme Eldorado, mais n'a jamais mis les pieds dans du fantastique ou du merveilleux à proprement parler. Limbre, un personnage de la saison 2, est à la recherche du Saint-Suaire, je crois, qui serait dans la croix et pourrait la soigner. Tous les autres personnages la prennent pour une dingue. Okay, then who did it? I don't know. The freaks. Et le tissu en question n'est jamais retrouvé. Il est sous-entendu qu'il a été bouffé par des bestioles. The magic scarf was eaten by bugs. Et le père de John B profite du désespoir de Limbre pour lui donner un torchon random et se débarrasser d'elle. Et cette histoire disparaît de la trame. Des théories de fans ont spéculé sur le fait que le vrai tissu en question pouvait être le bandana de John B, mais pas plus. Cet arc s'est terminé et comme Limbre n'a jamais eu ce qu'elle cherchait, on n'a jamais su s'il était vraiment magique ou non. La série, cela dit, ne nous montre à aucun moment qu'il faut lui accorder du crédit et est jusqu'à maintenant resté plutôt terre à terre au sens non magique. Les fans réclament de la magie, considérant que foutu pour foutu, ils préfèrent encore casser les règles de l'univers de cette manière plutôt qu'avec la mort d'un personnage. Le fait de tuer n'importe quel pug, étant donné ce qu'on vient de voir sur la vibe de la série, etc., aurait probablement choqué, attristé ou fait des vagues. Mais sûrement pas autant que le fait de tuer celui-ci en particulier, qui était en grande majorité le préféré des fans, et considéré comme le plus important pour différentes raisons. Captain Maybe at your service! JJ a souffert d'abus psychologiques et physiques par son père adoptif toute son enfance. How you gonna get that money back, huh? Sitting around doing nothing? I'm gonna tell you right now, you are a worthless piece of shit! Shut up! Your mama knew! Shut up! Au point de presque le tuer dans la saison 1 et continue à souffrir du regard des autres adultes qui les comparent, considérant qu'il va automatiquement devenir la même personne que son père. You'll be back here one day.
It's in your blood. Everybody says it that he's a liar and a thief. He's just like his father. Okay, no, don't go there. Just like his father. En plus d'avoir eu un père violent, il se retrouve à devoir s'en occuper, l'aider à différentes reprises, ce qu'il n'arrive pas à refuser puisque c'est son père. You tell me you're not gonna help. Your own blood. JJ n'en parle presque jamais. Just shoot to that. Oh, this? No, it's my dad. You know, that's that right jab. Mais on ressent les impacts des traumas dans son comportement. Comme on lui a toujours dit qu'il ne valait rien, il a une estime de lui très basse. You're gonna wind up in jail, cuz. I mean, that's gonna happen anyway, G. Eventually. Par conséquent, une désinvolture complète pour sa propre sécurité, de l'impulsivité. What's he gonna do? I don't know. I don't think he knows either. Et même si on ne se focalise pas dessus, montre manifestement des signes d'anxiété à plusieurs reprises. Et même si ce n'est jamais dit officiellement, il est considéré par une bonne partie de la communauté comme étant sur le spectre du TDAH, notamment par son hyperactivité, son impulsivité, son côté dissipé et le fait qu'il fasse du fidgeting. Le fidgeting, c'est le fait d'occuper ses mains sans s'en rendre compte. C'est assez répandu chez les TDAH. John B d'ailleurs est sur le spectre puisqu'il le dit lui-même à Sarah. For starters, you are totally ADD. Yeah. Yeah. Mais bref, tous ces éléments font de JJ un personnage particulièrement attachant et touchant, avec lequel on ressent forcément de l'empathie, mais aussi un personnage avec lequel une personne souffrant de trauma, d'anxiété, ayant un TDAH, étant sujet aux addictions, etc. peut se reconnaître, et notamment les victimes d'abus. Cela dit, JJ n'est pas uniquement réduit à ses troubles potentiels, à ses traumas ou son passé difficile, et c'est ce qui en fait un personnage incroyablement réconfortant. Parce qu'en fait, il est finalement assez solaire, c'est le personnage le plus drôle, le plus loyal, celui qui fait le plus attention aux autres. And you know who else I'm worried about? Sarah. Et c'est surtout lui, très souvent, le moteur du groupe. Be like a Black Ops mission, in and out. All right, surgical removal type shit, all right? Operation Liberation, baby. Oh boy. Par son impulsivité, son côté dissipé, ses contacts un peu partout sur l'île. Please don't say Barracuda Mike. Okay, I won't. There he is. Oh, that's my boy, Boogie! It's a small favor to ask, Ricky. Just a small. Mama L, good to see you. No, JJ. Sean? Oh, this is where you live, you kook. Et ses mantras comme Sarah Cameron. You've heard of my philosophy, right? No. Stupid things have good outcomes all the time. que ce soit bénéfique pour les POG. Nice work, rude boy. I steal shit. That's my job. Ou que ça leur crée des problèmes, la présence de JJ semble complètement indispensable à l'énergie du groupe et à leur péripéties puisqu'il crée la moitié d'entre elles. Wait a minute. Did you turn off your location? Good thing your best friend is JJ Maybank, because I already got a plan. No. Wait. What plan? If I tell you right now when the plan is half-baked, you're gonna get all negative. Look, I would settle for a quarter-baked type of plan, JJ. Don't Come on, now. dare make that noise to me. Il paraît donc impensable au déroulement narratif de se passer de lui. Deuxièmement, l'évolution de JJ est aussi importante pour bien comprendre les enjeux. Pendant la saison 1, il arrive pour la première fois à tenir tête à son père I'm scared of you anymore. et s'ouvrir là-dessus à ses amis. En fin de saison 2, les POG se retrouvent coincés sur une île déserte et survivent plusieurs mois tout seuls. Hormis JJ et Kiara, tous sont plutôt impatients de pouvoir rentrer. JJ sait que rien ne l'attend et est dans une position un peu déséquilibrée par rapport à ses potes. Lui les considère comme sa famille, alors que pour la plupart d'entre eux, à part Sarah, ont des familles. I got a hot tub for my friends. I got a hot tub for my friends. You know what? Screw friends. I got a hot tub for my family. And I know for a fact all I got is you guys, okay? You're it. Certains comme Pop ont même des projets d'avenir, JJ non. Et encore une fois, n'importe qui ayant déjà vu ses potes commencer à déménager, se marier, etc. peut avoir cette angoisse d'abandon, de quand la bande va grandir et se disperser. Cette angoisse couplée à sa mauvaise estime de lui, et au fait qu'une fois rentré chez lui, effectivement c'est la merde, JJ repose Kiara. I'll help. Okay, it's that right there, okay? Like, it's so easy for you to say that. You really acting like you don't care? I mean, seriously. Or like acting like I don't care. Like, I love you, dude. What? Et au fil de la saison, petit à petit, il s'ouvre et finit par considérer qu'une relation peut peut-être marcher entre eux. Début de saison 4, les POG décident de reconstruire Poglandia sur l'ancienne propriété de JJ et de vivre tous ensemble. JJ a une maison et une famille pour la première fois, jusque-là on assiste à l'évolution d'un personnage qui guérit doucement et se reconstruit. Cet aspect-là du personnage a même été souligné par Rudy Pankow, l'acteur, qui dit qu'il aimerait que JJ puisse donner de l'espoir aux personnes ayant été victimes d'abus. Alors c'est pas sa faute, il savait probablement pas ce que donnerait la saison 4, et c'est pas lui qui l'a écrit. Je rappelle, on n'est pas là pour trouver un coupable, mais quand on connaît la saison
4, et là je parle pas juste de la fin, franchement ça la fout un peu mal. Donc nous voilà à la saison 4. JJ est en train d'entreapercevoir la possibilité d'une vie cool avec des gens qui l'aiment, puis dans l'ordre, rapidement. Les Cook essaient de leur voler leur terrain. Il découvre que son père n'est pas du tout au fin fond de la jungle, mais sur l'île sans l'avoir prévenu. Il découvre que son père n'est pas son père. Il découvre que sa mère biologique s'est noyée et que son père biologique l'a abandonné, que sa mère biologique vient d'une famille riche et qu'il est en fait un héritier. Il découvre que Wes Jenrette est donc son grand-père, mais trop tard, il est mort. Toutes ces découvertes sur ses parents déclenchent une crise identitaire. JJ n'ayant pas eu de famille, il a eu besoin d'un sentiment d'appartenance et le fait d'être un pug est très important pour lui. Bref, ça fait beaucoup, mais c'est pas fini. Son père adoptif le trahit et vend la propriété sur laquelle ils avaient installé leur boutique et leur maison au connard friqué. Étant donné qu'on lui arrache littéralement ce qu'il a toujours voulu, mais qu'il n'a pu que le toucher du doigt, JJ pète un câble et détruit plus ou moins la ville, manque de se faire flinguer par cet imbécile de choupe et par ses collègues. Comme il n'a jamais eu de père digne de ce nom, il essaye de donner sa chance à Groff, qui s'avère être un immense connard, qui l'utilise, a tué sa mère, fait du mal à Kiara et essaye de l'assassiner. Voilà. On se retrouve donc sur le bateau pour essayer d'aller récupérer Groff et la couronne. JJ boit de plus en plus, se sent tellement mal qu'il est presque méchant, ce qu'il n'a jamais été avant, mais aucun des Pogs ne va lui parler si ce n'est John B qui y va pour lui dire qu'il va avoir un gamin. Étant donné l'angoisse de JJ sur le fait de voir ses potes évoluer sans lui, d'avoir des responsabilités ou sur la paternité en général, c'est probablement le pire truc à lui dire à ce moment-là. JJ, I'd literally just asked you to be the godfather. What are you talking about? John B., what do you know about raising a kid? Huh? Not a single thing, JJ. Exactly. No, exactly, all right? You don't know shit. You're gonna screw up this kid, just like my old man screwed That's the way me you up. want to go on about it? Just like your old man screwed you up. Stop. And what's worse is you're gonna put Stop. Sarah through that. Et même si John B lui parle, personne ne l'écoute. C'est probablement la séquence la plus mal écrite d'Outer Banks parce qu'on comprend juste pas pourquoi les Pogs se comportent comme ça avec lui. On dirait que la série veut nous dire qu'elle désapprouve l'attitude de JJ, alors que clairement on voit juste un ado en souffrance dans une spirale d'autodestruction avec des idées suicidaires que personne n'aide. And what was I supposed to do? Maybe just let him shoot me. Would have been doing me a favor. You take the helm. Need some fresh air. Bref, il obtient entre énormes guillemets parce qu'il n'en avait pas besoin une rédemption en sauvant Sarah et on repart sur de meilleures bases pour finalement, épisode suivant, le tuer de la main de son père. C'est donc le deuxième problème majeur de cette saison, les péripéties torturent le personnage, appuient sur ses plus grandes peurs, sur ses plus grandes douleurs et sur ses traumas pour finalement ne pas le laisser s'en remettre. On lui enlève ce qu'il avait toujours voulu et en plus la série a l'air de considérer qu'il doit être reconnaissant d'avoir été heureux 5 minutes dans sa vie. I already have everything. I have everything I've ever wanted. And I already got my wish. Everything I wanted. Ça annihile complètement le message d'espoir dont il était porteur jusqu'à présent et le réconfort qu'apportait la série, notamment aux victimes d'abus. D'ailleurs, finalement, la série donne presque raison à ceux qui disaient que JJ ne ferait rien de sa vie. Il n'est pas devenu le même connard que Luke, mais meurt jeune, se retrouve enterré dans le désert, n'a même pas de tombe et est à des milliers de kilomètres de chez lui. Les victimes d'abus se sont d'ailleurs exprimées sur le sujet en expliquant que la mort de JJ leur envoie qu'elles ne s'en tireront pas. Si vous êtes sceptique, encore une fois, je vous rappelle qu'on est sur un programme feel good, où on voit JJ évoluer et se sentir de mieux en mieux sur les 3 saisons pour finalement le massacrer en saison 4. C'est normal que ça passe pas. Ça passe d'autant plus mal que la saison 5 annoncée sera axée sur la vengeance de Kiara et voir Rafe rejoindre les Pogs et commencer un début de rédemption. Pour rappel, Rafe, riche avec un père narcissique, se comporte comme un bully depuis la saison 1, a agressé Pop, a essayé de tuer sa sœur, a tué le shérif Peterkins, a laissé John B porter le chapeau à sa place, ne pense qu'à rétablir son image de mec pété de thunes et dominant sur l'île. They look down on you, don't they? On figure 8. They try. Pretty unsuccessfully. We'll see who wins. That's right. Lui, il a le droit à une rédemption. Par contre, le gosse de pauvre qui se jette des bateaux pour sauver ses potes, lui, il meurt en faisant amende honorable. Alors oui, Rafe est un pur produit de son père. Il a aussi été abusé psychologiquement. Man up. Right now. Thank you. En soi, ça n'excuse rien, et si tous les gens qui ont des problèmes avec leur daron tuaient des gens, à mon avis, on serait plus très nombreux. Mais oui, on est dans une série, on assouplit notre morale, et en soi, personne n'est contre le fait qu'il ait une rédemption. La réconciliation avec Sarah était très attendue par les fans, et c'est peut-être le seul point positif du final. Rafe va obtenir la rédemption dont il a besoin, et Sarah récupérer son frère. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Mais au regard de ce qui arrive à JJ, encore une fois, les codes moraux sont décalés. De la même manière qu'on trouve plus ça réaliste que Sarah survive en saison 3, on trouve plus que ça fasse
sens, ou que ce soit moralement acceptable dans une série qui nous montre que les pauvres doivent, je cite, mourir pour garder leur maison, qu'un assassin riche ait droit à une rédemption. Mais bref, pour en revenir à JJ lui-même, tous les éléments qu'on a cités, que ce soit les traumas, le côté solaire, l'impulsivité, etc., poussent le spectateur ou à s'identifier ou à être en très forte empathie avec lui, et ça a amené les fans à nouer une relation parasociale particulièrement forte avec lui. Humans are the only animal that can't tell fantasy from reality. Wait, did you come up with that? No, Albert Bernstein came up with that, but it applies to this whole treasure hunting thing. So, which is it? Fantasy or reality? Why are you so weird, Pope? It's fantasy, but possible reality. Reality. Virtual reality. La relation parasociale est la relation à sens unique que l'on crée avec un personnage fictif ou une célébrité. D'une manière générale, les études universitaires concernant les relations parasociales ont dégagé plusieurs points. D'abord, tout le monde en a. Les personnes fragiles ou isolées n'en ont pas plus que les autres. La solitude ne s'est pas avérée être un terrain particulièrement propice à en développer. N'importe qui en a, et Jonathan Cohen, pas celui-là, explique dans son étude sur les ruptures parasociales qu'elles sont importantes pour la construction de l'individu et en réalité une extension de ces relations sociales, et que nous jugeons les personnages fictifs en utilisant les mêmes critères d'appréciation que pour les personnes que l'on rencontre IRL. Dans une autre étude datant de 2006, Cohen et Keren Eyal expliquent qu'en termes d'importance et d'attachement, ces relations sont moins importantes que celles que nous entretenons avec nos amis proches, mais plus importantes que celles que nous avons avec nos connaissances. L'attachement est donc réel, même si on est conscient que la personne n'existe pas, ou dans le cas d'une célébrité où on a conscience que la relation est à sens unique, sinon ça s'appelle de l'érotomanie et c'est totalement différent. Les relations parasociales sont donc importantes pour l'individu, mais aussi pour les médias, puisqu'elles augmentent l'intérêt du viewer. Certains éléments peuvent participer à augmenter l'intensité de la relation parasociale, et c'est ce que souligne Sarah Montes de Oca dans son étude Breaking Up is Hard, dans laquelle elle explique que la relation parasociale est souvent renforcée par le fait de donner un sentiment au viewer d'appartenance à un groupe ou à une communauté. On peut par exemple penser aux Swifties, une communauté particulièrement forte avec un nom et des pratiques particulières comme le fait de s'échanger des bracelets d'amitié pendant les concerts. Les stars qui donnent des noms à leurs fans d'ailleurs, comme Lady Gaga qui appelle ses fans les Little Monsters, renforcent ce sentiment d'appartenance et ont des communautés de fans particulièrement investis. C'est donc pour ça que les études parasociales se concentrent énormément sur des séries comme How I Met Your Mother ou Friends. C'est des groupes d'amis dont on voit le quotidien, le viewer peut facilement avoir le sentiment de le partager avec eux. Dans Outer Banks, on a aussi cette idée de groupe, et même s'ils ont un quotidien beaucoup plus extravagant que dans Friends, ce sentiment d'appartenance est renforcé par le fait que leur bande a un nom, une devise, et même un drapeau et un territoire. Par tous ces éléments, Poglandia devient une espèce de mini-pays idéal appartenant au groupe et dont le viewer a l'impression et l'envie de faire partie. Exactement comme le site sur Harry Potter Wizarding World vous dira à quelle maison vous appartenez. Netflix l'a très bien compris d'ailleurs, puisque Poglandia est devenu un événement pour accueillir les fans. Ensuite, le contexte joue un rôle aussi. Les relations parasociales ont été particulièrement étudiées pendant le Covid-19, et il s'avère que le premier épisode d'Outer Banks est sorti le 15 avril 2020, en plein confinement. La série a donc donné à énormément de gens, d'une part une bouffée d'oxygène parce que la plupart des scènes se passent en extérieur, et ensuite parce qu'évidemment des personnages réconfortants dans une période d'isolement pareil ne pouvaient que faire du bien à des viewers esseulés par une pandémie mondiale. Et on est actuellement dans un contexte avec peu de lien social, où l'OMS a alerté sur l'épidémie de solitude comme problème de santé publique à travers le monde. D'ailleurs, la solitude, si elle n'est pas un facteur qui crée des relations parasociales, est un facteur qui augmente la détresse ressentie lorsque la relation parasociale se termine. Parce que c'est ça le problème, nos relations parasociales, comme nos relations IRL, sont vouées à se terminer. Parce qu'une série est annulée, se termine ou qu'un personnage meurt. La rupture parasociale est étudiée d'abord par Cohen, qui crée la Cohen Scale, c'est-à-dire une échelle pour calculer le niveau de détresse et d'anxiété d'une personne face à la perte d'une de ses relations parasociales. Dans les premières études, on a plutôt étudié des relations que des téléspectateurs avaient avec par exemple des présentateurs télé et qui donnaient des niveaux de douleur ou d'anxiété assez bas. Certains chercheurs se sont ensuite penchés sur des séries, notamment Friends et How I Met Your Mother. Friends a duré 10 ans et était un rendez-vous récurrent pour les téléspectateurs, mais cela dit, la fin de Friends n'a pas créé une détresse trop importante, étant donné que plusieurs éléments venaient atténuer la rupture. Par exemple, un spin-off sur Joey était annoncé, les épisodes étaient régulièrement rediffusés et la sortie des DVD permettait aux viewers, même si l'histoire n'avançait plus, de renouer avec son personnage préféré quand il le souhaitait. Pour Outer Banks, même si un spin-off est créé, ça ne réconforte personne, puisqu'aucun des personnages que l'on suit n'est attendu, et que même la saison 5 n'est plus attendue par les fans, et que pour beaucoup, le revisionnage est devenu insupportable, sachant où l'histoire les emmène. Les viewers qui témoignent d'un revisionnage sont majoritairement ceux qui ont décidé d'ignorer la saison 4 en faisant comme si elle n'existait pas, et que la réelle fin était celle de la saison 3. Si le final de Friends n'a pas fait trop de vagues, le final de How I Met Your Mother a été beaucoup plus mal vécu par les fans. Dans leur étude sur l'impact des spoilers et des théories de fans sur la réception des spectateurs,
créateurs, Morgan Ellitrop et Sarah Brooks, ont déterminé que plus une série s'éloigne de ce que le spectateur a anticipé, c'est ce qu'elles appellent le schéma mental, plus il y a de chances que le final ne leur ait pas plu. Dans le cas d'Outer Banks, on est tellement à milieu de tout ce que la série avait installé que les fans pouvaient difficilement s'attendre à une mort pareille à ce moment-là. Mais en plus, Ellitrop et Brooks mettent aussi en avant que les personnes qui avaient été spoilées vivaient le final de How I Met beaucoup moins mal et étaient moins contrariées. Le fait qu'ils aient pu modifier ce qu'ils imaginaient comme fin avant de la voir en réalité l'a rendu beaucoup plus acceptable. Alors j'ai clairement pas de quoi faire une étude chiffrée, mais encore une fois, de ce qu'on peut voir dans les commentaires pour la mort de JJ, on est très éloigné de ça puisque les fans spoilés disent ne même pas regarder la fin. Ils laissent tomber la série où ils en étaient et sont parfois même reconnaissants qu'on leur ait évité de voir la mort. Sarah Montes de Oca, dans une autre étude, fait d'ailleurs l'hypothèse qu'il est possible que le happy end permette des ruptures sociales beaucoup mieux vécues par les fans. J'ai pas trouvé d'études qui le confirment vraiment, mais si on s'en tient à la mort de JJ, non seulement on sait qu'il n'aura pas de happy end, mais en plus ça compromet le happy end pour tout le reste du groupe. Les fans ne considèrent pas qu'un happy end soit possible maintenant, quand bien même le reste du groupe en obtiendrait un pour la fin de la saison 5. Il sera considéré comme beaucoup trop amer ou incomplet, ce qui fait déjà le désintérêt des fans pour la suite et la fin de la série. Outer Banks ne peut plus bien finir avec un POG en moins, et particulièrement JJ. Cela dit, l'anxiété légère des viewers de Friends ou la colère de ceux d'How I Met sont pas tellement comparables, puisqu'on est sur des fins de série. And that, kids, is how I met your mother. That's it. That's it. Et peu importe comment ça se termine, le viewer sait la plupart du temps qu'il est en train de regarder le dernier épisode. Pour Outer Banks, au contraire, on sait que ça va continuer, mais la mort de JJ est totalement inattendue et finalement, on est beaucoup plus proche du backlash subi par Grey's Anatomy suite à la mort d'un de ses personnages centraux. Je vais pas spoiler lequel, vous inquiétez pas. Cette réaction épidermique des fans de Grey's Anatomy a été étudiée par Valérie Kretz, qui ne parle plus de rupture parasociale, mais de deuil parasocial. Valérie Kretz a étudié les tweets de fans suite à la mort du personnage et les a classés par thème récurrent, et affirme qu'on peut observer une vraie détresse. Elle les a classés de cette manière et c'est les mêmes thèmes que l'on retrouve sur les commentaires de fans d'Outer Banks. On a la tristesse, le chagrin proche du déchirement ou de la dépression. Cried and I cried and I cried. I stepped out of the theater and I kept crying. I drove home, I kept crying. I got here, thought I was good, went to bed, woke up crying. La colère, l'outrage, le déni, le sentiment de trahison, le choc. You and me. Dog, you did this to yourself. Hey, look at me. Look at me. What? It's okay. What is happening right now? Let me see. That's where they leave us? That's where they leave us with season 4. I mean, I know that this segment, this little like recap segment is for feelings, but I don't even know what feelings I'm feeling right now. I'm honestly in shock. Like I don't know what I'm feeling. Like I don't know. I didn't expect this. I didn't expect to have to deal with this. So I don't know how I feel. I definitely am going to need some time to process what just happened. Donc comme c'est très récent, il n'y a pas beaucoup de messages qui parlent de s'en remettre ou de comment les fans s'en sont remis, mais on a bien des commentaires ou des tweets qui parlent justement de ne pas pouvoir s'en remettre, de ne plus pouvoir regarder, et l'une des choses les plus répandues, c'est la prise de défense du personnage qui témoigne bien de l'empathie et de la relation forte que les viewers avaient avec. You did my boy dirty, yeah, you killed him off early, cause we still got season 5. How you got cold, Wendy, up without the righteous golden king. And I don't like Rafe, but I kinda like Rafe, and I bet he ends up with Pete. And there's only one way to get this thing on track. You gotta bring JJ. Des tonnes de messages réclament une meilleure fin pour JJ ou pour son couple avec Kiara. Certains disent effectivement de refuser de regarder la partie 2 comme on l'a déjà vu ou refusent la saison 5 et d'autres rendent hommage.
Valérie Kretz explique différentes choses. D'abord, plus le lien au personnage est fort, plus le deuil est difficile à faire. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais on l'a vu, le lien entre JJ et les fans est très fort. Ensuite, le fait que l'armure en scénarium que portait le personnage de Grey's Anatomy, qui avait frôlé la mort plusieurs fois, mais réussissait toujours à s'en sortir, etc., donnait un côté invincible et intouchable au personnage, qui a ajouté au choc des fans. On peut facilement faire le parallèle avec Outer Banks là-dessus. Elle explique que le deuil parasocial peut être une expérience profonde, réellement douloureuse, et affecter la vie quotidienne du viewer, et que c'est un deuil particulièrement difficile à faire, puisque souvent considéré comme illégitime, et qu'il peut être difficile de dire à ses proches qu'on se sent mal plusieurs jours parce qu'un personnage fictif est mort. D'où l'importance des communautés de fans en ligne, par exemple, qui peuvent légitimer et partager des émotions similaires. C'est donc bel et bien ce qu'Outer Banks semble avoir imposé à ses fans sans aucune prévention, à travers une séquence particulièrement abrupte, rapide et violente, puisqu'on appuie sur la douleur du personnage pendant son agonie. Donc non seulement la réaction des fans est compréhensible, mais en plus elle était anticipable. C'est normal du coup que la plupart se sentent trahis ou aient le sentiment qu'on a voulu leur faire mal, parce que c'est assez évident que la mort de JJ s'est voulue surprenante et spectaculaire, et finalement ça donne un côté assez superficiel et gratuit, parce qu'impacter les fans en tuant le personnage le plus aimé, c'est d'une facilité déconcertante. La dernière question, c'est est-ce que Outer Banks s'est tiré une balle dans le pied? Eh ben, probablement oui et non. Dans le cas de Grey's Anatomy, même si la plupart des viewers avaient menacé de couper avec la série, la majorité était revenue et la série avait pu continuer à fonctionner. Pour Outer Banks, il y a de fortes chances qu'une partie des viewers reviennent, ne serait-ce que pour voir si JJ est bien mort ou non. Parce que même si la série essaye de faire croire que oui, certains sont sceptiques pour plusieurs raisons. Premièrement à cause de la couronne bleue, deuxièmement par le fait qu'on ne voit pas qui est enterré, ou par d'autres moments, comme le fait que JJ hésite à mettre la couronne, dit à Kiara. I'll be here waiting on my crown. Coming right up, Queen Key. Comme si ça allait être à elle d'utiliser la couronne. Bref, est-ce que Outer Banks va perdre ses viewers ou non? C'est difficile à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'ils veulent faire revenir JJ, ils ont la place de le faire. Par contre, si c'était leur plan depuis le début, personne n'y croira et tout le monde y verra une réparation de la saison 4. Si Outer Banks n'a peut-être pas totalement perdu ses viewers, ce qui est sûr, c'est que la série a perdu sa crédibilité et leur confiance. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à commenter, ça m'intéresse de ouf. Abonnez-vous, likez, partagez, blablabla, vous connaissez. Et pour les fans, je crois qu'on est obligé de finir sur ça. Love your daughter. What do you have to offer her? Nothing. Only this. What's that supposed to be about, baby? Girl, free up your mind, stop acting crazy. You know I give you the good loving daily. Try and pull the camera.